Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Réforme stylistique où on parle des dessous de la mode et plus particulièrement comment le style influence notre quotidien. Cette saison, le thème c'est le style au-delà des circonstances. Et je vous dis, on va passer un agréable moment, ça va apprendre beaucoup de choses et surtout, we're gonna relate comme on dit, on va connecter ensemble. Mais écoutez, je ne serai pas toute seule, hein? J'ai aussi avec moi notre chère animatrice, ma co-animatrice en fait, qui est Rachel Céleste. Rachel, notre chère coach en santé mentale. Oui. Et Rachel, comment tu vas? Écoute, Rachel, je vais très bien. D'avoir l'opportunité d'être avec toi pour ce podcast, c'est une grâce. Écoute, Donc, mon cœur est dans la joie. on se comprend. écoute, d'avoir l'opportunité d'être avec toi aussi, c'est pas seulement une grâce, comme tu dis si bien, c'est glorieux. C'est glorieux. J'ai une question pour toi, Rachel. Oui. Une question que sûrement tu t'en Ah! doutes, hein? La question fame de Rachel. Oui. Rachel, comment va ta santé mentale? Wow, ben merci de me poser la question parce que justement, je pose toujours la question aux autres, mais c'est rare qu'on me pose la question. Donc, comment va ma santé mentale? Honnêtement, je vous dirais que ma santé mentale va bien. C'est sûr qu'avec l'arrivée de l'automne, changement de température, on est un peu plus fébrile, mais j'ai commencé à me préparer déjà en prévention. Donc, j'ai changé mon alimentation, je me repose mieux, etc. Donc, je vous dirais que je prends plus soin de moi en cette saison. Donc, ma santé mentale va bien. Wow, c'est bien ce que tu dis de prendre plus soin de soi. Là. C'est très Moi, là, je important. trouve que c'est extrêmement important. Puis, tu sais, c'est comme tu dis, on rentre dans une saison où, généralement, hein, c'est la saison de la dépression que les gens disent. Mais nous, on va éviter ça. Hein? En mode prévention? On est en mode prévention, donc bien s'alimenter, c'est déjà une bonne chose. Exactement, bien dormir, Exactement. aller prendre des marches. La nature, ça fait du bien aussi. Donc, il faut voir le côté positif de chaque saison Absolument. et d'investir tout simplement. Donc, moi, je suis là-dedans, donc ça va bien. I love that. Puis justement, Rachel, parle-nous un peu cette saison. Oui. De quoi on va parler? Écoute, notre invitée aujourd'hui, là, hein, on est très excités avant de la présenter. Dis-nous un Exactement. peu. Donne un Mais- petit scoop. Écoute, c'est très spécial parce que faut comprendre que la santé mentale, là, c'est tellement un aspect qui est important à comprendre, notre état de bien-être qui nous permet de pouvoir prospérer, de s'accomplir. Mais il ne faut pas oublier qu'on fait face à des défis, Rachel. Des Absolument. défis. Absolument. Donc aujourd'hui, on va parler de la résilience, la maîtrise de soi, l'importance de prendre soin de soi quand on vit des difficultés, Absolument. pour éviter que ça vienne tellement impacter notre santé mentale qu'on ne peut pas se relever. Donc aujourd'hui, avec le témoignage qu'on va recevoir, ça va vraiment nous permettre de pouvoir réfléchir et de voir que, waouh, on peut vivre des difficultés, mais on peut prendre soin de nous en même temps. Absolument. Puis c'est ce qu'on dit, hein, le style, c'est au-delà des tendances, Totalement. au-delà des circonstances. Totalement. Et ça détermine notre santé, notre bien-être mental. Très important. Écoute, je suis tellement contente et je suis fière de vous présenter notre invité. Nous avons ici C'est avec ça. nous Guerlaine Noël. Bonjour. Oh my God. Tellement contente de t'avoir. Je suis vraiment contente d'être ici, vraiment. On est honorés. Guerlaine, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, grâce à Dieu. Merci. Je vais commencer par dire merci d'avoir trouvé qu'il y avait quelque chose de pertinent dans cette tranche de vie que je m'apprête à partager avec vous, mais avec le public également. Écoute, on a très hâte d'écouter ton témoignage, Guerlaine. On a vraiment hâte. Et écoute, sans plus tarder, là, je vais voir avec toi. C'est un moment qui était très important dans ta vie. On va voir à quel point tu as eu beaucoup de résilience. Et tu sais, je veux faire très attention à mon approche par rapport à cette histoire-là, parce que quand on parle d'une histoire qui est passée, bien, il faut faire attention. Puis je pense que là, tu es rendu là où tu peux raconter l'histoire. Puis je voulais dire, parle-nous un peu justement de cette histoire. Je vais te laisser même introduire un peu le sujet. Merci, Rachel. Donc, tu as raison, c'est une tranche de vie particulière, mais je viens aujourd'hui partager quelque chose de très personnel, de très intime. Mais comme je dis souvent aux gens autour de moi et ceux que je rencontre, je ne peux pas parler de moi sans parler de mon parcours d'infertilité, mon parcours vers
j'aurai la chance de vous présenter ma famille par la suite, mais vers la famille de 4 que je forme aujourd'hui avec mon mari, avec mes 2 beaux garçons. Donc, on revient de loin. Donc, aujourd'hui, on va parler d'infertilité, mais on va surtout parler de comment on passe au travers d'un parcours comme celui-ci, parce que il y a une charge émotionnelle, il y a une charge mentale, il y a une charge physique et plus. On pourrait parler de charge économique parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de différents traitements. Donc, je suis contente aujourd'hui, puis je pense qu'il y a une saison pour chaque chose et je suis dans cette saison où est-ce que c'est le temps de raconter. Je dis tout le temps que les difficultés qu'on vit ne sont pas pour nous seulement, parce que, tu sais, on apprend au travers de nos difficultés, mais c'est pour les autres. Donc, moi, j'ai toujours su que qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce qu'on a vécu, mon mari et moi, que ça allait impacter parce que ça devait et que ça allait sortir. Absolument. Ça allait sortir. Absolument. Alors, Guerlaine, parle-nous de ton histoire. Donc, en 2014, tu te maries, et puis comment ça se passe? Évidemment, comme tout couple qui se marie, est-ce que vous décidez d'attendre un peu ou bien est-ce que... comment ça se passe? Donc, effectivement, il faut faire un rewind. Donc, 2014, je me marie. Je me marie avec mon cher mari, mon meilleur ami, il s'appelle Mardoché. Donc, on commence une très belle histoire. On commence une belle histoire, en fait, une nouvelle phase de notre vie. Ça a été mon petit ami, comme on dit, pendant 7 années. Et au bout de la 7e année, donc on s'est mariés. Et aujourd'hui, techniquement depuis le mois de juillet, on célèbre 10 ans de mariage. Wow, cette année, c'était le moment le chiffre de la perfection. Absolument. Et 10 ans de mariage, c'est fantastique. Oui. Franchement, la Guerlaine, félicitations. Là. Merci beaucoup. Vraiment. Et on dit un petit coucou à Mardoché aussi. Hein, on dit un petit bonjour. Bonjour. Mon cher mari. Donc, une très belle histoire commence. Donc, Mardoché et moi, on est très complices. On est très complices. Et pour que tout le monde comprenne, donc, qu'est-ce qui se passe exactement? On se marie en 2014. Je rentre dans ce mariage avec un diagnostic d'endométriose. Je me suis mariée, j'avais 26 ans. Au début de ma vingtaine, j'avais été diagnostiquée de cette maladie qu'on appelle l'endométriose, qui est nourrie, si on peut dire ça comme ça, par les menstruations. Donc, à chaque mois, ben, ça nourrit un peu la maladie. Ça fait en sorte que ça donne beaucoup de douleurs. Et une des plus grandes conséquences de cette maladie, c'est la possibilité d'avoir finalement des problèmes de fertilité. D'accord? Donc, dans mon cas à moi, avant de me marier, je m'étais déjà fait opérer une fois et le médecin m'avait comme déjà un peu préparé à la possibilité que ce soit plus difficile pour nous d'avoir des enfants. Donc, naturellement, en vue du mariage et tout, Mardoché était au courant. Et quand on s'est mariés, donc, on ne s'était pas assis sur pas juste la possibilité, le fait qu'il pouvait y avoir des problèmes. On s'est dit, on peut aussi tomber dans ce pourcentage de personnes pour qui il n'y aura pas d'impact. Vous êtes déjà rentré dans le mariage très optimiste. Absolument, par rapport à la situation. absolument. Donc, c'est jamais quelque chose que de mon bord, que de son bord à lui. Puis, je trouvais qu'il devait savoir. Ça n'a jamais été une barrière. Donc, on est rentré avec tout notre espoir. Puis, vous savez, des fois, on se marie dans notre désir à nous. On se disait, ben, ça serait bien d'attendre peut-être 2 ans, profiter de la vie. Oui, ben oui, absolument. On ne s'était pas dit, OK, on va rentrer dans le mariage, puis tout de suite, on va faire des enfants. On s'était dit, on veut attendre un peu. Par contre, je me marie en juillet 2014. En octobre 2014, je me fais opérer une 2e fois parce que l'endométriose était trop... la maladie avait beaucoup progressé, c'est beaucoup trop accaparant, donc je n'ai pas eu le choix. Donc, et suite à l'opération, le diagnostic qui est tombé était sans équivoque selon les médecins. C'est un diagnostic d'infertilité. Puis moi, on m'avait dit que naturellement, ce serait quasiment impossible, sinon impossible de tomber enceinte. Donc, je me rappelle, le médecin de l'époque nous avait dit, si vous voulez des enfants, je comprends, vous voulez attendre et tout, mais il faut y aller maintenant parce que plus j'allais avoir de menstruation, plus ça allait devenir compliqué parce que ça, encore une fois, c'est ce qui nourrit un peu la maladie. Donc, naturellement, entre le désir de profiter de la vie, peut-être avec une certaine liberté,
et le désir d'avoir un enfant, le désir d'avoir un enfant était beaucoup plus important. OK? Donc, on est rentré tout de suite. Ouais. On est rentré tout de suite dans ce cheminement-là. Ça a commencé de façon assez soft, avec des médicaments qui aidaient à stimuler la production ovarienne. C'était correct. Puis on avançait honnêtement avec toujours beaucoup d'espoir et on se disait toujours que même s'il n'y avait pas les médicaments et éventuellement, puis je vais y venir, qu'il n'y avait pas les traitements, ben Dieu avait toujours sa capacité de pouvoir agir, même naturellement, s'il le voulait. Autant que, puis ça, je pense que c'est quelque chose d'important à mentionner, puis je pense d'une femme à l'autre qui vit l'infertilité ou d'un couple à l'autre qui vit l'infertilité, peut-être les convictions, c'est surtout ça, échangent. Pour nous, que Dieu décidait de le faire naturellement sans l'aide de la médecine ou qui décidait de le faire avec l'aide de traitements de fertilité, donc avec l'aide de la médecine, de toute façon, nous, on considérait que c'est Dieu qui donne le souffle de vie. Donc c'est lui. Oh, absolument. Absolument. Est-ce qu'on préférait pas que ça arrive naturellement? Absolument. Mais si Dieu voulait le faire, si ça devait faire partie de notre histoire, que de rentrer dans les traitements de fertilité, so be it. Que la volonté de Dieu soit faite. Exact, absolument. Que la volonté de Dieu soit faite. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, comme je disais, on commence les traitements par médicaments. Ça ne fonctionne pas. Je voudrais peut-être un 6 mois après les méthodes douces, si on peut dire ça comme ça. Le médecin nous dit, bon, ben, on avait dit qu'on essayait quelques mois avec les médicaments. Vous n'aurez pas vraiment le choix. Au stade de ton endométriose, qui était le stade le plus avancé, vous n'aurez pas vraiment le choix de considérer la fécondation in vitro. Donc, ce n'était même pas les inséminations et tout. C'était tout de suite la fécondation in vitro. Donc, on est rentré dans ce parcours-là. Je ne sais pas si vous savez aussi, nos auditeurs, auditrices savent, mais la fécondation in vitro est quand même un processus médical très lourd. Lourd physiquement, mais lourd mentalement aussi. J'imagine. Et tu dois être bien, moi j'aime bien dire, tu dois être bien mentalement stable et prêt pour être capable d'y faire face sans que le up and down des hormones te fasse pas devenir comme... devenir une personne que tu n'es pas. Exact. Et surtout que vous, ça a été direct, là. C'était de soft à hard. De soft à hard, on vient de rentrer dans le mariage. Oui, en plus, là, c'est une nouvelle saison, il y a une nouvelle adaptation. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à raconter mon histoire en disant qu'on avait une complicité, on était très proches. Mardoché, avant d'être mon copain, avant d'être mon mari, ça a été mon meilleur ami. Puis je dis tout le temps que c'est ce qui caractérise notre relation jusqu'à aujourd'hui. Donc, on avait une très belle complicité et le support qu'on a été l'un pour l'autre est ce qui a fait en sorte qu'on soit passé au travers de notre parcours de la façon qu'on est passé au travers. Donc, quand le médecin a annoncé qu'on devait rentrer tout de suite en fécondation in vitro, il m'a dit, chérie, on va faire confiance à Dieu. Si c'est ça qu'il faut, on va le faire. On va le faire. Donc, rentrer dans un processus comme celui-ci où est-ce qu'il y aura des piqûres à faire. Pas une piqûre, il y aura des piqûres à faire. Pour vous donner une idée, moi, j'ai passé au travers d'un processus de à peu près 13 jours d'injection où est-ce que, tu sais, il faut que tu te piques. Bon, soit tu te piques tout seul ou bien ton conjoint te pique. Moi, c'est Mardoché qui faisait mes piqûres. C'est Mardoché qui faisait mes piqûres. Tu sais jamais qu'est-ce que ça peut donner comme effet. Pour plusieurs femmes, les effets sont inimaginables physiquement, la fatigue, les émotions, des effets secondaires, nausées et compagnie. Dieu m'a épargné de tout ça. Ça a bien été. Ça a bien été. Ça a bien été. Les gens ne pouvaient pas savoir. En fait, la plupart des gens ne savaient pas. Si ce n'était pas vraiment notre famille immédiate, les gens ne savaient pas qu'on passait au travers de tout ça. Donc, mais on l'a fait. On l'a fait. Ça a été un processus quand même assez particulier. Donc, encore une fois, pour mettre tout le monde au même niveau,
le processus de fécondation in vitro va essayer de reproduire qu'est-ce qui aurait dû se produire dans notre corps. Soit que lorsqu'il y a fécondation d'un spermatozoïde, d'un ovule, puis ça crée un embryon. Donc, on dit in vitro parce que c'est fait en laboratoire. Mais on prend l'ovule de la femme, on prend un échantillon du spermatozoïde, l'embryon est créé et on fait le processus à l'inverse. L'embryon est installé, si on veut, à l'intérieur, puis on doit espérer qu'il s'accroche. Finalement, c'est ça. Espérer en plus. Espérer, oui, parce que c'est pas sûr. sûr. Exactement. Donc, ce processus où est-ce qu'on a beaucoup d'injections, c'est pour hyperstimuler, justement, et s'assurer qu'on a la production de plusieurs ovules, parce que plusieurs ovules va nous donner la possibilité d'avoir, on l'espère, plusieurs embryons, une fois que la fécondation sera faite en laboratoire. Pour nous, après tout ce processus-là, on a eu 3 embryons viables. Donc, ça voulait dire qu'on avait 3 chances. OK. 3 chances. Quand même. Oui. C'est pas beaucoup, mais ça donnait Mais c'est 3 trois chances. opportunités. Certains sortent d'un processus in vitro, ils ont un embryon, mais il y en a qui ont, j'ai connu des couples qui avaient 7, 8 plus embryons. Donc, c'était pas beaucoup, mais on considérait que, tu sais qu'on a comme trois opportunités de pouvoir se dire, peut-être que notre bébé, il va s'accrocher. Et donc, premier essai, puis on est très ancré dans la prière, on a la foi, on est comme, je sais pas pourquoi, mais on est rentré avec une assurance parce que c'est pas qu'on n'était pas conscient que ça pouvait ne pas fonctionner du premier coup, mais tu sais, c'est là aussi comme chrétien que entre la réalité, entre ta foi, tu sais, des fois, la foi prend le dessus, puis je pense que la foi devrait toujours prendre le dessus, mais il faut quand même être conscient que dans le plan de Dieu, ça peut aller du côté que tu ne veux pas. Il faut être équilibré, c'est ça le bon mot. Donc, quand il y a eu l'implantation du premier embryon, on était convaincus, là, on avait beaucoup d'espoir que ça fonctionne du premier coup. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. OK. Oui, ça n'a pas fonctionné. C'était dur, c'était vraiment difficile. Moi, je me rappelle, j'avais beaucoup pleuré. En tout cas, une bonne soirée, là, j'ai pleuré un bon coup. Ça a ventilé. J'ai ventilé. Je pense que j'étais vraiment déçue. Mais comme à beaucoup d'épisodes durant ce parcours-là, je me suis repris très rapidement aussi. Il a fallu que je ventile, puis après, je suis comme, OK, quand même. C'est important, la ventiler. Ouais. Oui, c'est important. Oui. Puis je te dirais, 24 heures après, ça allait déjà mieux dans le sens que j'ai comme pris cette conscience-là. C'est correct, c'est que le processus, il continue. C'est correct d'être déçu, c'est correct de ventiler, mais il faut être conscient qu'on avance. Et puis, une chose que je n'ai pas mentionnée, moi, j'avais déjà reçu cette promesse-là. Je savais que d'une façon ou d'une autre, on allait avoir un enfant. Dieu me l'avait déjà déposé dans mon cœur. Puis, parfois, les gens me demandent, ben, comment tu as fait pour passer au travers de tout ça sans t'effondrer? Parce que, je vous le dis, les filles, j'en ai connu des gens qui ont vécu l'infertilité. Puis, des fois, j'aimais bien lire les blogs et tout. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à passer au travers de ce processus-là, de un. Et il y a des couples qui ne survivent pas. C'est ce que j'allais dire. OK? À ce processus-là. Une épreuve très difficile. Absolument. Absolument. Donc, être capable de vivre avec l'idée ou avec le fait que, ah ben OK, ben pour toi, ça va être plus difficile. Plusieurs me demandaient souvent, ben comment tu as fait pour passer au travers? Puis, je vais vous le dire d'emblée la réponse. Moi, j'avais déjà reçu la promesse et c'est sur cette promesse-là que je me suis accrochée. Till this day, ça s'est manifesté, mais c'était ça. C'était surtout ça. Donc, tu sais, quand c'est arrivé, même le lendemain, ça allait mieux. Oui, on était tristes, mais tout de suite, moi et Mardocha, on était tout de suite comme, OK, donc, il va falloir qu'on change un petit peu la perception par rapport à ce processus-là, afin que, pour que la prochaine fois qu'on fasse notre essai, quand ils vont nous transférer l'embryon, que si jamais ça ne devait pas fonctionner, que ce ne soit pas aussi difficile émotionnellement. Absolument. Parce qu'on va être conscient que... Ça va ajuster votre approche tout de suite. Absolument, absolument. Comme de fait, quelques mois plus tard, et je ne vous ai pas donné les dates, mais juste pour vous montrer à quel point aussi c'est long, des processus comme ça, je vous ai parlé de l'opération en octobre 2014. Le transfert d'embryon, le premier, a eu lieu en décembre. Oh, OK. En décembre
Je m'excuse, en octobre de l'année suivante. En octobre de l'année suivante. Quand même. Comme où est-ce qu'on a commencé, injection et tout et tout. Donc, c'est vraiment en fin d'année. Là. Donc, c'est quand même, c'était long, c'est beaucoup de tests, beaucoup d'examens pour vraiment arriver au stade où est-ce que, justement, on peut faire les injections, la ponction des ovules et tout pour en arriver à l'embryon et le transfert et ensuite l'attente. Il faut être très patient dans ce type de processus-là. Si tu es trop pressé, c'est pas pour toi. Tu peux pas. Tu peux pas, c'est trop demandant. Je pense que ça peut détruire quelqu'un, littéralement, pour qu'est-ce que ça demande mentalement et émotionnellement. Sans parler du physique, tu sais. Parce qu'on ne sait pas. C'est comme une roulette russe un peu, là, d'une femme à l'autre, les effets que ça peut faire. Et donc, quelques mois après, on a fait notre deuxième essai. Comme de fait, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais deuxième coup, effectivement. Mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le fait que notre mentalité, notre perception par rapport à tout ça, par rapport au fait que ça n'a rien à voir avec le fait que Dieu est là ou il n'est pas là ou que ta foi, tu n'as pas cette... Non, le fait d'avoir été conscient que ça pouvait ne pas fonctionner une deuxième fois a fait en sorte que ça a beaucoup mieux passé. On était déçus. Oui, c'est sûr. Mais ça on n'a pas été abattus. Absolument. On n'a pas été abattus. Et donc, où est-ce que ça devient un petit peu délicat, c'est que je vous avais dit au départ qu'on avait 3 embryons. Là, on arrive au 3e essai, et c'est le dernier. Qu'est-ce que ça veut dire? Si cet essai-là ne fonctionne pas, ben il faut tout recommencer. Tout recommencer. Et nous, on avait été, je ne vais pas dire chanceux, on a été bénis. Quand on a fait le processus in vitro, on était dans la dernière batch de patients qui ont pu bénéficier de la couverture du gouvernement. La couverture pour le traitement, et puis pour vous donner une idée, selon le cas, ça peut coûter entre 12 000 et 20 000 facilement, là, un processus in vitro. Juste pour les invités, pour nos chers auditeurs qui sont à l'extérieur du Canada, donc c'était un programme que le gouvernement du Canada offrait à l'époque. Oui, il payait le traitement, pas les médicaments. Puis pour les médicaments, pour que vous compreniez à quel point c'est très cher, un programme de fécondation in vitro, on a fait à peu près 13 jours de médicaments. C'était à peu près 225 par jour. C'est quand même cher. Donc, les médicaments ne sont pas couverts par le gouvernement. La santé financière. C'est ça. Ça aussi, là. Oui, ça prenait un coût. Heureusement, on avait une assurance qui couvrait une partie des médicaments, mais il y a une facture qui était associée à ça. Donc, ce processus-là qui était couvert, une fois que ça allait être terminé, ça voulait dire que s'il fallait qu'on recommence, c'était à vos frais. C'était à nos frais. C'était à nos frais. Donc, c'était comme, on était encore plus seigneur. Si tu pouvais nous épargner de ça, ce serait bien, right? Ce serait bien. Mais bon, donc 3e embryon et dernier embryon. Dernière chance dans ce cycle-là, on a prié, on a impliqué un petit peu plus de gens de nos familles et amis proches pour qu'ils puissent nous soutenir, là. C'est important. Et on a inclus quelques personnes de plus, sans nécessairement leur dire qu'on passait au travers d'un processus in vitro. Ils savaient qu'on voulait un enfant. Mais sans nécessairement rentrer dans les détails. C'était important pour nous parce qu'il faut comprendre, c'est pas tout le monde qui comprend le processus, c'est pas tout le monde qui a la même conviction. Et dans un parcours délicat comme l'infertilité, première chose qu'il faut faire, c'est se protéger aussi. Se protéger parce que de façon... Pas de mauvaise foi, des fois sans s'en rendre compte, dans leur incompréhension, dans leur peut-être désir de voir se manifester, peut-être le désir pour un couple, les gens peuvent être maladroits. Absolument. Et donc, émotionnellement parlant, il faut se protéger. Donc, on a fait très attention à ça. Mais la Bible dit, protège ton cœur. Absolument, plus que toute autre chose. Et ça, c'est une devise, là. C'est une devise pour pas que personne vienne déstabiliser un petit peu cette paix-là qui s'est installée en dépit de toute la tempête qui se mouvait au travers de nous. C'est déjà un défi, une grâce d'avoir une paix dans ces circonstances-là. Donc, je comprends l'importance de bien sélectionner notre entourage. La garder, ça oui, absolument. Donc, on a prié, puis on est comme Seigneur, le témoignage serait tellement parfait. C'est le dernier embryon et tout. Il faut qu'il s'accroche. Comme de fait, il s'est accroché. Il s'est accroché. Donc, en 2016, 2016, j'apprends que je suis enceinte. Je pense que c'était début octobre. Puis, tout va bien. J'ai une grossesse, début de grossesse parfaite. Pas vraiment de nausées. Personne ne savait. Ça paraissait pas. J'avais pas l'air fatiguée. Je travaillais. Super de bonne humeur. Tout était parfait.
Parfait. Et mon Dieu, je pense que vous pouvez imaginer la joie pour nous. Puis on est comme, yes, tu sais, Dieu l'a fait. On a compté sur lui. On s'est appuyé sur lui. Et il ne nous a pas déçus. C'est ça qu'on avait pensé. Donc, premier mois passe, deuxième mois passe, troisième mois passe. Puis vous savez, à 3 mois, il faut faire les échographies et tout. On a fait quand même quelques échographies. On a été fortunés, si je peux dire ça, d'avoir un gynécologue super attentionné. Puis chaque fois que j'allais le voir, lui, il faisait des échographies. Donc, on voyait toujours bébé bouger. Puis, on était suivis de très près parce que ma grossesse était considérée comme une grossesse à risque. Quand tu as une grossesse qui provient d'un traitement de fertilité, par défaut, c'est comme ça. C'est ça, veut pas. Donc, je voyais mon médecin souvent. Puis, je me rappelle, je pense à la 13e semaine, il faut faire ce qu'on appelle l'échographie clarté nucale pour voir si toutes les mesures sont correctes. Puis la veille de ce rendez-vous-là, j'avais mon suivi habituel avec mon gynéco, obstétricien, et il a dit, regarde, le bébé, il bougeait. Et donc, il m'a dit, OK, demain, vous allez faire votre échographie de clarté nucale. À l'échographie, donc, moi et Mardochon, on est super contents. C'est assez particulier parce que tu as une technicienne qui prend les mesures, puis on voit l'écran. Donc, on voit le bébé bouge. Donc, on sait qu'il est en vie. Right? C'est ça. Puis, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Elle creuse, puis vous savez, ces gens-là, ils vont rien vous dire. Absolument pas. Ils vont rien vous dire, puis je comprends, c'est leur métier. Donc, ils vont rien vous dire. Donc, ils passent, prennent les mesures. Elle dit rien. Mais à un moment donné, on commence à trouver que c'est long. Et à un moment donné, elle sort de la salle. Puis là, moi et Maroché, dans toutes les choses qu'on peut penser, on ne se dit pas qu'il y a quelque chose de mauvais. On n'est pas dans cet état d'esprit-là. Non, il n'y a pas d'éléments non plus qui... C'est ça, exactement. On vous dit que tout va bien. La veille, j'ai vu le médecin. Bébé bouge et tout ça. Il n'y a rien qui nous fait penser que peut-être il y a quelque chose qui n'allait pas bien. Et je veux même vous dire, quand on fait des traitements de fertilité, que ce soit insémination in vitro, le premier risque, eux, ils appellent ça un risque, on nous avertit qu'il y a un risque de grossesse multiple. Genre, quand on est 2, quand on est 3, ça augmente. C'est ça. Ils appellent ça un risque, nous on appelle ça une chance. C'est ça, parce que quand on est dans ce parcours-là, en tout cas, ça c'était notre réalité à moi et Mardochon, on est comme, nous, si on nous dit qu'il y en a 2 ou 3, on va être comme, merci Seigneur, c'est fait, une pierre d'un coup, après tout ça, personne ne veut revivre ça, donc ce serait bien. Donc, quand la technicienne, elle sort de la salle, moi et Mardochon, on est comme, peut-être qu'elle ne veut pas nous dire, il y en a peut-être 2, peut-être il y en a 3. Littéralement, c'est ce qu'on se dit. Wow. Donc, on est juste là, puis on attend. Vous êtes optimiste. On est optimiste. Mais là, elle revient dans la salle, mais elle ne revient pas seule. Elle revient avec le médecin. Okay. Le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il ne dit rien pour l'instant. Puis c'est tombé que cette journée-là, notre obstétricien était celui de garde. Donc, c'est lui. Parce que normalement, durant l'échographie, ça va être le médecin de service. C'est tombé que c'était notre médecin. Il revient, puis on est comme, bonjour, docteur Gagnon, tout ça. Puis, il vient, il ne dit pas grand-chose. Il continue, il fait d'autres tests. Là, à ce moment-là, on se regarde, puis moi et Mardochon, on a cette belle complicité ou capacité. On se regarde, je sais qu'est-ce qu'il pense, il sait qu'est-ce que je pense, mais on ne dit rien. Puis je vois dans son regard qu'il se dit comme quelque chose ne va pas. Quelque chose va pas. Puis le médecin, il dépose son instrument, puis il dit je suis vraiment désolée, j'ai comme pas de bonnes nouvelles. Puis il nous apprend que notre bébé a des malformations sévères et que, à confirmer par des tests, il y a une trisomie. Donc, on est habitué à la trisomie 21, où est-ce qu'on sait qu'il y a des gens qui vivent avec ça. Il dit, je pense à une trisomie 13 ou 18. Oh. Des trisomies où est-ce que c'est pas des conditions où est-ce que les enfants qui naissent, s'ils arrivent à naître, avec lesquels ils peuvent vivre. Puis là, il commence à nous expliquer que c'est très grave, c'est très sévère. Puis... Il a dit certaines choses après, je ne peux même pas vous dire qu'est-ce qu'il a dit, parce que là, à partir de ce moment-là... J'entendais plus. Donc, moi, je pars à pleurer. Et le médecin m'a pris dans ses bras de façon très naturelle, comme un père prend... Ça, c'est bon, c'est important, l'aspect humain. Oui. Il me prend dans ses bras, puis je pense qu'à ce moment-là, il a probablement arrêté de parler, puis il s'est dit, OK, il faut que je prenne... Vous avez tout prévu, hein? Parce qu'il était de garde, et c'est lui qui... Oui. Il vous a réconforté. Oui, il m'a pris dans ses bras. Et je pense que c'est important que je le mentionne. Quand il a fini de nous annoncer la chose,
Mardoché a ouvert la bouche pour dire est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? J'ai vu l'eau monter dans ses yeux. Puis quand il a commencé à parler, j'ai senti, dans le fond, qu'il allait pleurer. Puis c'est comme si dans une fraction de seconde, il s'est comme repris parce qu'il s'est dit, puis je sais parce qu'on en a parlé après, il s'est dit, je pense que je dois être le plus fort en ce moment. Ouais. Et puis je l'ai senti, puis j'oublierai jamais le son ou l'ambiance dans cette seconde-là. Il a comme ravalé. Wow. Ravalé ses larmes. Les larmes n'ont pas coulé. C'est monté, puis c'est resté là. Puis il a demandé avec une voix fébrile au médecin, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Ça a été ça. Ça a été ça. Ça a été ça. Le médecin, donc, ça, il m'a pris dans ses bras et tout. Puis quelques minutes après, donc, il nous a comme un petit peu expliqué la sévérité vraiment de la chose. Il a dit, écoute, on n'a pas le choix, il faut rentrer dans une série de tests. Puis il nous a comme fait comprendre, je pense que dans le moment, il devait nous faire comprendre à quel point c'était sévère, puis qu'il ne fallait pas nous créer des attentes par rapport à est-ce que, oui, dans certains cas ou pas, c'est viable. Il nous avait dit, premièrement, c'est tellement grave, si tu te rends à la fin de la grossesse, c'est un miracle en soi. Wow. Maintenant, par la suite, si le bébé est né, il a dit dans les livres, tu sais, textbook cases, comme on dit en anglais, il a dit peut-être quelques semaines. On a vu des fois, peut-être, est-ce qu'on a recensé des cas, peut-être un mois, mais c'est pas viable. Et ça vient avec une lourdeur, avec des malformations très importantes physiquement. Donc, mais malgré tout, qu'est-ce que j'ai aimé? Il a dit, en dépit de tout cela, nous, on va vous supporter, peu importe ce que vous allez choisir. On va vous présenter le tout, on va faire tous les tests pour que vous ayez tout en main. Tout en main. Et si, admettons, vous nous dites que vous voulez quand même pousser pour essayer de finir la grossesse, peut-être accoucher et tout, on va vous supporter. Wow, mais on doit vous dire la vérité. Ça, c'est bien ça. Tu sais, j'aimerais juste qu'on fasse un peu un recap. Là, maintenant, vous êtes en quelle année, là, présentement? 2016. Vous êtes en 2016. Donc, vous êtes mariés en 2014. Vous avez commencé par un processus qui était soft. On vous a annoncé tout de suite qu'il fallait entrer dans un processus pour encourager la fertilité. Vous êtes rentré là-dedans. Ensuite de ça, très soft et rapidement, après quelques médecines douces, ils vous ont annoncé qu'il fallait que vous rentriez directement dans la fécondation in vitro, c'est ça? Oui, exactement. Sans passer par une autre manière. Et là, vous réussissez à avoir 3 embryons, ce qui est très, très bon quand même, là. Mais c'est pas beaucoup, mais quand même. C'est 3 chances. Première chance, ça fonctionne pas. Deuxième chance, ça fonctionne pas. Troisième chance, il y a un bébé, il y a quelque chose. On s'accroche, on est content. Et là, maintenant, vous venez faire l'échographie où on devrait vous annoncer une bonne nouvelle. Et là, le diagnostic tombe. Comment, mon Dieu, comment vous prenez ça? Comment ça se passe à suite des choses? Comment tu t'es sentie? Comment tu t'es sentie? C'était... on dirait que mon monde venait de s'écrouler. Et je me rappelle avoir pensé, Seigneur, le témoignage était tellement parfait. C'est ça. Comment que ça peut finir comme ça? Puis pourquoi alors avoir laissé l'embryon s'accrocher s'il fallait que ça se termine comme ça? Donc, cette soirée-là, c'était quelque chose. Puis par le temps, il faut comprendre qu'à cause de la gravité du diagnostic, le personnel de l'hôpital, honnêtement, a été super. Notre médecin a vraiment... Je vois en lui une figure paternelle parce que je trouve que c'est vraiment le soutien qu'il nous a donné pour être sûr que justement on ne passe pas à côté de quoi que ce soit. Rapidement, la même soirée, un autre centre hospitalier nous avait déjà appelé. Nous, on était suivis au Glen, à Royal Victoria. Il y avait des tests particuliers qui pouvaient se faire seulement à Sainte-Justine. Ils nous ont appelé la même soirée, ils nous ont donné le rendez-vous. C'était vite. C'est sûr, c'était beaucoup de choses à gérer, mais ça a été pris en charge rapidement aussi pour qu'on puisse... Si vous retourniez à la maison, t'imagines, c'est penser à tout ça. Oui, absolument. Absolument. Ça, c'était un vendredi. Allant dans le week-end, puis j'avais déjà rendez-vous le lundi. Ils nous avaient déjà tout appelé pour tout céduler le tout. Donc, c'était beaucoup. Cette soirée-là, j'avais pas beaucoup de choses que je pouvais dire. On était quand même très silencieux. Je me rappelle, nos parents respectifs, ils étaient venus à la maison. Ils ont prié pour nous. C'est pas mal tout ce qu'on pouvait faire. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Je me rappelle, par contre, avoir fait cette prière. Parce que moi et Mardoché, on n'était pas comme... On n'a pas réagi les deux en disant « Oh non. » Donc,
peu importe ce qu'ils vont nous dire, on va poursuivre la grossesse. On était comme, on va prier. Puis j'avais fait cette prière très précise à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si on doit poursuivre la grossesse et que tu vas faire un miracle au travers de, en dépit de, c'est ça qu'il faut dire, en dépit de ce qui nous a été annoncé, dans toutes les séries de tests, les rendez-vous auxquels on va devoir participer, sème le doute ne serait-ce qu'un petit peu. Dans un test qui soit comme, on n'est pas sûr. Et ça sera notre signe que faut poursuivre. faut poursuivre. Pour poursuivre. La grossesse, oui.